Marc. Je te remercie. Je te remercie d'être là avec moi. Et en fait, moi, je voulais t'expliquer pourquoi aujourd'hui on est ensemble. Parce qu'en fait, je viens de créer un blog qui s'appelle Zen et Heureuse. Tout un programme, mais parce que justement, je suis à une période particulière de ma vie où un petit peu tout s'effondre, hein, que ce soit l'aspect professionnel, puisque j'étais ingénieure en environnement, je me suis occupée pendant 15 ans de compostage. Je travaillais dans le domaine du développement durable, du photovoltaïque, et puis en 2012-2013, ça a commencé à bien baisser. Et puis en début d'année, mon mari est parti. Il a décidé de faire sa vie ailleurs. Donc je suis dans une période quand même difficile et j'avais le choix, soit de sombrer, soit de rebondir et sans rien. En plus, je le fais, j'essaie de faire le pari que même sans médicaments, sans rien, juste en se recentrant, en s'ouvrant à la vie, aux autres, il y a des opportunités qui arrivent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, puisque j'ai fait la rencontre d'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui, qui ont constitué un mastermind dont je fais partie et dont j'ai le grand privilège d'être en fait moi au tout début, eux un petit peu plus loin, mais du coup ils m'apprennent beaucoup et qui me permettent aujourd'hui de te rencontrer, de faire cette interview qui fait partie de mes toutes premières interviews. Alors moi je voulais te demander de parler de l'humain, de l'écologie humaine, de notre relation à la Terre, pour que tu abordes aussi le sujet de l'amour et de l'humus à l'intérieur de notre cœur. Voilà. Moi déjà, pour te dire, je pense que ton mari t'a fait un beau cadeau, et il te fait ce cadeau de ce que tu viens de dire à l'instant, qui est celui de t'ouvrir à toi-même et au monde. Waouh, donc ça c'est un cadeau magnifique, parce que comme tu l'as dit si bien, tu avais le choix de t'effondrer, de prendre des médicaments, c'est-à-dire d'être une victime, ou au contraire de faire quelque chose de cette blessure. Donc ça montre là, je dirais, la grande musicienne de la vie que tu es, que tu sais être. Parce qu'un musicien, c'est quelqu'un qui, des fausses notes, fait une musique magnifique. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, profite tout simplement de la vie, de ce qui s'offre à toi. Et c'est très bien, parce qu'il n'y a que ça à faire. Et aussi d'offrir ce que tu es au monde, parce qu'il n'y a que ça à faire. Donc la question de l'écologie de l'être, elle est essentielle, parce que tout commence là. On ne peut pas parler d'écologie planétaire, environnementale, si on ne parle pas d'abord de l'écologie de la personne. Ça, c'est absolument impossible. C'est parler d'écologie environnementale sans parler de l'humain et de remettre en question les paradigmes, la façon d'être et de vivre, voilà, au quotidien de ce que nous sommes, c'est un non-sens. Il nous faut fondamentalement donc nous poser la question de notre écologie intérieure et qu'est-ce que ça signifie. C'est déjà justement ce que tu es en train finalement de vivre, cette rencontre avec soi, dans cet accueil inconditionnel de ce que nous sommes. Voilà, je suis ce que je suis et c'est magnifique. Cet être imparfait, défaillant, mais c'est tout à fait normal et c'est même une chance parce que ça me donne l'occasion là de faire un chemin qui est celui de m'améliorer, de m'agrandir. Et c'est ça tout le sens de la vie, il n'y en a pas d'autre. C'est la grande aventure de ma vie, elle est justement dans le fait que je porte des fausses notes que je dois rendre belles. Alors des fois justement, dans ces périodes un petit peu difficiles, on a plein de pensées, ça tourne, on a des petits vélos comme ça où on a du mal un petit peu et ça déraille. Ah, c'est écologique un vélo. Oui, c'est écologique et d'ailleurs oui. Et nos pensées sont parfois une certaine forme de pollution et c'est d'abord par là qu'on doit travailler. Mais tout à l'heure, tu as parlé que finalement nos pensées c'était un petit peu comme
comme les vers de terre. des petits vers de terre Oui. et qui... Et nos pensées sont merveilleuses. Il y a toutes choses en nous. Et c'est vrai que ces pensées, elles sont vraiment incroyables parce que tout peut nous traverser. Les choses les plus, je dirais, les plus délicates comme les choses les plus horribles. J'imagine que dans la phase de séparation, tu as peut-être même le crime ou le suicide a dû te traverser. Bien sûr, bien sûr. Parce que je te le dis avec certitude, parce que c'est humain. C'est humain et ça nous traverse comme d'autres choses. Et c'est tous les êtres humains. Il y a toutes sortes de pensées qui nous traversent. Et il n'y a pas je dirais, à se diaboliser ou à se voir comme un monstre avec tout ce qu'il y a en nous. C'est se rendre compte que voilà, nous portons en nous, comme disait Montaigne, toute la condition humaine est inscrite. Voilà. À l'intérieur de nous, nous portons toutes les mémoires, les souffrances, les blessures. Et donc ce que nous vivons, dans notre vie, sont souvent des scénarios qui ont déjà été produits avant nous. Et donc ça fait écho, en fait, il n'y a pas de hasard dans ce que nous vivons, parce que voilà, l'histoire se répète. Tant que je ne l'accueille pas, tant que je ne dis pas merci, tant que je ne suis pas dans la gratitude, la vie va me renvoyer les mêmes scénarios pour que je lâche définitivement, pour comprendre que là, il y a un message qui est celui-ci, voilà, la vie me demande une seule chose, c'est d'ouvrir mon cœur. Voilà. C'est le chemin que j'essaie de... Voilà. La fausse note, c'est ça, elle te dit accueille-moi. Accueille-moi et rends-moi belle, s'il te plaît. La personne qui va se positionner en victime, ben, elle n'accueille pas la fausse note. Au contraire, elle va, comment dire, elle va s'enfermer dans cette fausse note. Elle va devenir sa prison, sa blessure. Elle va s'enfermer dans sa blessure. Et ça, c'est très grave parce que c'est prouvé aujourd'hui à travers la science de l'épigénétique, que ça va totalement conditionner du coup et modifier notre ADN, notre génome, et que c'est quelque chose qui va du coup s'engrammer au niveau cellulaire, et que du coup on va le transmettre à nos enfants. Voilà, dans la procréation, nos enfants vont porter ces mémoires, ces blessures, et donc vont les répéter. Donc c'est pas anodin du tout. Donc il nous faut fondamentalement arrêter de nous positionner en victime en toutes circonstances. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Nous sommes dans une société ô combien, qui encense les victimes, qui se repaît de la victime. C'est tout un système qui aujourd'hui fonctionne grâce aux victimes. Système policier, judiciaire, répressif. Tout ça n'est possible que parce qu'il y a des victimes. Et donc c'est effroyable. Toute notre société vit sur le dos de la victime. Et même le taliban, c'est une victime. Il crée des victimes, mais la première victime, c'est lui-même. Il est victime de lui-même. Donc voilà, nous sommes dans un monde où la victime est reine, et nous la subissons. Et on porte ça dans nos cellules. Et c'est génial, parce que du coup, ça fait marcher l'industrie pharmaceutique. Voilà, parce que la victime en prend des antidépresseurs, des tas de médicaments qui vont lui permettre de tenir debout. Donc la victime, c'est parfait. Et donc les prisons sont pleines de bourreaux, de gens qui ont fait souffrir. Mais en fait, on se rend compte que ces prisons, en fait, ces gens qui sont dans les prisons, souvent, on pourrait éviter ça, parce qu'avec un peu de bienveillance, on pourrait tout à fait résoudre des situations qui sont finalement pas si terribles. Mais on dramatise, et on exagère, et il faut qu'il y ait une victime, et il faut qu'il y ait un coupable. C'est comme ça. Puis il faut démolir. Voilà. Il y a presque une jouissance dans la démolition de l'être. Et il y a même une jouissance dans notre propre démolition. Ah oui, je suis un monstre, j'ai des pensées horribles, voilà, je suis coupable. Alors, effectivement, tu parlais des vers de terre, et oui, nos pensées sont semblables aux vers de terre. Effectivement, nous avons en nous plein de choses qui montent, qui remontent des profondeurs, et qui arrivent là, et qui nous traversent. Et voilà, parfois il y a des choses peu avouables, c'est vrai. Puis d'autres choses qui sont très belles, et qui sont étonnantes, et qui sont même, je dirais, extraordinaires, qui peuvent apporter des solutions, voilà, des pensées, des réflexions. Mais tout est bien. Tout est bien. On se rend compte que tout ça nous traverse. C'est toute la vastitude de notre humanité, dans nos mémoires, dans nos blessures. Et
Et c'est normal. Et quand parfois j'ai des choses terribles qui montent, sombres, ou parfois peu avoir, c'est normal, c'est là. Et je dois laisser ça vraiment s'exprimer, me traverser, et laisser ces pensées aller en liberté, comme tout dans la vie finalement. Les nuages traversent le ciel librement, le cours d'eau traverse librement la forêt, et nos pensées peuvent aussi librement nous traverser et se, se perdre dans l'univers. C'est lorsque tout d'un coup je refuse d'entendre ma pensée, que je vais l'enfouir, que je vais être dans le déni de ma réalité, ou de ma souffrance, ou de ma blessure, ou de mon fantasme, que du coup, là, je vais créer une réelle problématique. Parce que là, ce ver de terre devient un ver qui me ronge. Il ne nourrit plus l'humus de mon être, il va me ronger profondément, et jusqu'à devenir une obsession vraiment réelle, et qui va à un moment donné peut prendre le dessus et me dominer, une remontée émotionnelle tout d'un coup en force qui peut tout d'un coup me submerger, et là ça peut être terrible, où je vais être manipulé par mon émotion et manipuler les autres. Donc là c'est réellement problématique. C'est pour ça qu'il faut apporter du souffle, de l'air finalement, de l'oxygène à ces petits vers de terre pour qu'ils continuent à faire cette transformation au niveau de l'humus, mais en fait de notre esprit, pour qu'on arrive à grandir et à transformer finalement ces déchets, cette forme de, de mal-être ou de difficulté en quelque chose de plus beau, comme on a transformé des déchets organiques, en fait la matière organique en compost, en humus, et qui va permettre de renourrir. Mais le mal-être est tout à fait sain. Voilà, il ne faut pas le vivre comme quelque chose de coupable, ça nous arrive, même à des personnes très évoluées en conscience. Mais c'est comme la météo, il y a une météo de l'âme, des jours il fait beau, tout est limpide, on voit très bien jusqu'au bout de l'horizon notre vie, on semble comme ça, on a l'impression qu'on a tout atteint, que nous sommes arrivés. Puis le lendemain, il peut faire brouillard, et puis voilà, c'est pas parce qu'il fait brouillard que le bon Dieu va devoir s'allonger sur un canapé, qu'il va devoir suivre une psychanalyse. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Voilà, il y a des jours il pleut, il y a des jours il fait beau, il y a des jours où je vois clair, il y a des jours où je vois pas clair. Et c'est génial. Il y a des jours, il y a des jours, moi, j'ai envie de plein de choses. Enfin, voilà, puis il y a des jours, j'ai envie de rien. Et c'est super. C'est, tout ça me traverse. C'est là toute ma richesse, en fait, d'être, voilà, qui vont traversés par ces peurs, par des doutes, par des soifs, par des manques. Puis il y a des moments où il y a un sentiment de plénitude et où tout est magnifique. Mais tout ça, c'est merveilleux. Et on passe notre temps à la fois à se condamner quand justement on voudrait du normal, du normé, voilà, de l'aseptiser. Et ce n'est pas la réalité. En France, on a un président normal. C'est effrayant. Donc, comme si tout d'un coup, ce qui sortait de ce cadre serait du coup anormal, donc passible du coup de prison, de condamnation. Et ça, c'est effroyable. Voilà, donc, je suis un être qui pense mille choses et des choses incroyables. Et ça, c'est merveilleux. Et justement, quand à un moment donné, cet humus de l'être, je dirais que moi je le comparerais un peu au corps éthérique en fait, qui nous entoure, qui entoure le corps physique, voilà, qui est une réalité, hein, parce il a été photographié par les procédés Kirlian, mais c'est clair que cet humus, on le sent, si on passe comme ça, c'est tout je dirais, le vibrant de notre être qui est là, et qui a besoin effectivement d'oxygène. Et qu'est-ce qui va nous donner l'oxygène? C'est justement que toutes ces pensées qui nous traversent, voilà, c'est toutes les émotions que l'on peut ressentir, que les autres nous envoient, qui nous traversent. C'est aussi le mystère, que j'appellerais la grâce, qui nous traverse, qui ne demande que ça d'ailleurs. Et voilà, tout ça va nourrir profondément l'être que je suis. Et on se rend compte que quand on se croise, voilà, on parlait tout à l'heure des êtres dans la rue qui se regardent même plus, parce que si jamais il y a un regard, qu'est-ce qu'il me veut?
Le sourire agresse aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Mais rien. Et en même temps tout. Et tant mieux. Juste un sourire. Sans compte, quand on marche dans la rue, finalement, quand on se croise et qu'on regarde une personne, puis qu'on lui sourit, puis qu'elle nous répond, oh, waouh, elle m'a vu. Voilà. Et puis on se croise, on se retourne pour la regarder, pour regarder sa silhouette, voilà, ses fesses, tout simplement. Et plus encore. Puis un coup, elle se retourne elle aussi, et là, elle te surprend en flagrant délit de regarder ses fesses. Et là, tu la vois, oh, elle est fière, tu dis, ah, il a vu mes fesses. Hein, oui, je suis belle. Là, elle se sent belle. Donc les deux personnes continuent leur chemin, mais leur humus a été nourri. Et il peut pleuvoir, ça peut être l'hiver, mais à l'intérieur de cette personne, il y a plein de petites fleurs qui bourgeonnent, qui s'ouvrent. C'est le printemps. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas à se sentir coupable quand voilà, du désir peut monter, que, voilà, que l'autre puisse éveiller ce désir jusqu'à la saveur, parce que parfois ça peut arriver, voilà, d'avoir soif de l'autre. Et tant mieux. Il n'y a rien de coupable, il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien d'effroyable. C'est magnifique. Moi j'adore quand ma femme peut éprouver ce désir-là pour un autre homme, ça m'éclate. Il y a des fois, d'ailleurs, je la vois, je vais va lui dire. Elle me dit quoi, tu crois? Mais je dis, vas-y, prends-le dans tes bras. Vas-y. Ça m'énerve quand elle y va pas. Mais vas-y, exprime. Parce que voilà, parce qu'on n'a qu'une vie, parce que c'est une fois, parce que c'est essentiel, parce que ça fait du bien. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, ça va la rendre toute folle, ça va l'émoustiller. Et qui va en profiter le soir? C'est moi. C'est moi. Voilà, elle va être déchaînée. Et ça, c'est génial. Mais évidemment, alors que si je la regarde avec des yeux en la culpabilisant, mais je vais complètement la fermer au niveau de son énergie vitale, de sa libido. Donc après le soir, on fait l'amour, chérie. Elle n'aura certainement pas envie. C'est normal. Et on se rend compte que cette libido, finalement, elle se nourrit mais par les autres, essentiellement. C'est comme ça qu'on rend une femme zen et heureuse. Oui, il faudra lui demander. Mais moi, je vois justement, cette complicité où elle peut tout me dire, où je me rends compte qu'elle peut me dire des choses, elle peut m'avouer des choses, parfois, voilà, que je ne saurais dire devant la caméra, mais je la remercie. Je dis, mais merci, quelle confiance tu me fais pour pouvoir me dire, t'as soif de femme. J'aimerais t'exaucer, mais c'est compliqué, parce que voilà, là. Mais voilà, c'est magnifique. Alors moi, je peux lui dire aussi ma réalité. Et on se rend compte que du coup, tout est là. Si deux personnes se vivent ensemble et ont peur de se dire leur réalité, leur désir profond, intime, bah, wow, bah, c'est compliqué, hein, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, on vit maintenant très longtemps, donc à un moment donné, bah, voilà, tu as envie de vivre, tu as envie, c'est normal. Et donc à un moment donné, bah, si tu ne peux pas le dire à l'autre qui t'accompagne, tu fais comment? Alors alors, heureusement, il y a la télé. Et, et ce qui est très effroyable, c'est que chez les gens, justement, on devrait être là pour agrandir notre espace en humanité. Le couple devrait être cette force, justement, pour ensemble, voilà, agrandir notre cercle d'amis, notre cercle d'amour, voilà, quand c'est là, quand ça résonne, voilà, tout ça avec cette conscience je dirais, de ce que j'appelle l'esthétique, voilà, de faire de notre maison non pas un lieu fonctionnel et pratique, mais faire de notre maison une alcôve. Voilà, ça c'est très différent. Mais ce qui s'agrandit chez les gens, c'est pas ça, c'est leur télé. Voilà, c'est ça qui s'agrandit chez les gens aujourd'hui. C'est pas leur espace en humanité, c'est leur télé qui il y a 3 ans faisait 88 de diagonale, maintenant qui fait 127 et qui pense acheter l'écran super plat, plasma de 258 avec 300 chaînes. Voilà, c'est ça qui s'agrandit. C'est effroyable. Voilà, le ciel des gens aujourd'hui, quand ils ouvrent leur fenêtre, c'est une parabole. Voilà, leur cadeau devant leur fenêtre. Et ce qui est un clin d'œil de l'histoire extraordinaire, parce qu'il y a 2000 ans, le Christ nous offrait le ciel sous forme de parabole. Donc on voit là vraiment les gens ont une parabole devant leur fenêtre, mais pas la même. Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil vraiment de l'histoire
humaine. Hein, donc oui, le couple est là pour... et la femme zen est heureuse. Et, elle est là, donc, si elle peut dire, oui, à son homme toute sa réalité. Et si elle ne peut pas être entendue, et je parle pour l'homme, mais s'il ne peut pas être entendu, et comment on va s'accompagner ensemble, justement. Et c'est là où, effectivement, il est très important de se connaître, de savoir quelle est sa nature. Ben oui, effectivement. Moi, quand j'ai connu Cathy, moi j'étais clair, je lui ai dit, écoute, moi je suis un homme qui voyage beaucoup, j'aime les gens, j'aime l'amour. Quand je vais quelque part, je suis reçu comme un prince. Donc voilà, est-ce que tu as envie de vivre ça? Moi, j'ai pas envie de quelqu'un qui soit jaloux, qui me surveille, qui m'étripe dans ses envies de possession. J'ai envie d'un être j'ai envie de partager. Je peux t'offrir le monde, rien que ça. Je peux t'offrir tout ce que tu as envie. Est-ce que tu as envie? Est-ce que ça parle pour toi? Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, j'ai vécu 8 ans avec un mec sous cloche. Alors, je ne pensais pas que c'était possible. Ça. Je dis, bah, c'est possible. Ça résonne. Elle m'a dit, bah, elle est au tape là. Tac. On a tapé comme ça. Tac, bon coup, on y va. Et voilà. Et ça n'a pas été facile. C'est vrai, ça n'a pas été facile parce que ça demande de se libérer de beaucoup de choses, de peur, de blessures, de regard sur soi. Parce que s'accorder cette liberté, l'amour vrai, c'est-à-dire cet amour voilà, dans le résonnant, dans le vibrant, dans l'instant, c'est ça l'amour vrai. C'est cet amour où je suis présent à ce qui est. Voilà, à ce qui est là, et je le magnifie. Et l'autre est là complice et dans l'écoute, voilà, complètement de ce qui se passe. J'accompagne. Mais c'est toute la métaphore d'Ève et Adam, parce qu'elle mord la pomme, mais il est là. Voilà, elle mord la pomme, mais il est là. Et toute la symbolique est puissante, parce que c'est finalement Satan mais l'énergie vitale, c'est la Kundalini sous la forme du S, et Satan, c'est le S qui attend. Voyez-vous? C'est le S qui attend, et l'attente, et l'attente, et la tentation, et l'attente est longue, puisque nous sommes dans le paradis originel. Donc, et c'est toute la métaphore finalement de l'être qui accède à un moment donné au fait de vivre sa vérité. Et quand c'est un enfant qui devient un adolescent et un adulte, quand il vit sa vérité, qu'est-ce que disent les parents? Ben dors. Tu veux coucher? Dors. Tu veux être libre? Dors, casse-toi maintenant. Tu vas gagner ta vie, tu vas devoir te débrouiller. Et c'est ça que dit la métaphore. Ève mord la pomme, donc ça veut dire que là, elle affirme sa réalité, sa soif, sa sexualité, voilà, et ben c'est dehors, et c'est normal. Ce n'est pas une punition, et de ce fait, elle va s'offrir tout simplement la vie, et elle va accoucher, rien que ça, de l'humanité. Et elle va permettre à l'humanité d'avoir une histoire. Quel cadeau, le fait que Ève ait mordu la pomme. Voilà, mais le couple est complice là, dans cette histoire. Et ça, c'est fondamental. Voilà, donc, ce qui est intéressant pour finir là-dessus, c'est que justement, ce qui a été difficile, c'est cette culpabilité que nous portons dans le fait de mordre la pomme, de mordre la vie. On se rend compte que mordre le fruit, eh bien, il y a quelque chose qui nous fait peur, parce que suis-je légitime? Ai-je droit à ça? Est-ce que j'ai le droit à la jouissance, finalement? Fondamentalement, là est la question. Et on se rend compte que la jouissance, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ouïr le sens. Le mot porte en lui-même, je dirais, toute la réponse. Et le J, parce que ouïr le sens, il manque le J, c'est ouïr le sens du jeu, mais du jeu. Ouïr le sens du jeu de la vie, mais du jeu. Ouïr ce sens. Et Ève, quand elle va mordre la pomme, elle va ouïr le sens. Et d'ailleurs, c'est le fruit de la connaissance. Voilà, donc ouïr le sens, c'est être dans la connaissance. C'est être avec toute naissance. C'est donc être libre. Parce que la naissance, c'est la liberté. Je suis libre, je sors. Donc elle va s'offrir ça, rien que ça. Mais l'homme est avec elle. Il est complice. Donc c'est très puissant comme métaphore. Elle est extraordinaire. Ce qui est intéressant, je finis là-dessus, c'est que le ver, dans le fruit, il est là en nous tous. Parce que nous portons en nous, je dirais, la culpabilité d'exister. Parce que pour beaucoup de naissances,
pour beaucoup d'enfants, est-ce que l'enfant a été voulu? Est-ce qu'il a été désiré? Est-ce que c'était le bon moment? On se rend compte que pour beaucoup d'entre nous, nous portons finalement ce poids de notre présence. Est-ce que cette présence est vraiment voulue? Et dans beaucoup d'histoires, on se rend compte que c'est souvent pas le cas. Voilà. Il y a du coup, on porte quelque part dans... C'est ça le ver, c'est-à-dire cette culpabilité d'être, d'exister. Nous portons le doute profond du coup, est-ce que ma présence est légitime? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Vraiment. Et on va douter, ce doute fait que c'est pour ça qu'on porte en nous ce sentiment de, voilà, on n'est pas bien, qu'on n'est pas, on n'est pas performant, on n'est jamais au top, on n'est jamais, voilà, on doute de soi profondément. On a ce ver à l'intérieur de nous qui nous ronge, voilà, qui fait qu'on n'est pas... Moi, je vois quand je fais jouer les gens, même des concertistes que je les fais improviser, quand ils ont fini tous, ils font... Le style, c'était pas terrible, enfin, ils sont pas sûrs, ils sont pas convaincus de leur magnificence. Nous sommes pas convaincus de notre splendeur. Toujours ce manque de confiance. Voilà, ça c'est le ver. Ouais. Et ce besoin de réparer quelque chose. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce qui est amusant, c'est que le mot ver est écrit sans S. Oui. Donc c'est le ver qui nous mène nulle part. Alors que le ver avec un S nous mène vers quelque chose. Le ver sans S nous ronge. C'est le ver qui nous mène à la mort. Et là aussi c'est intéressant. Le mot, comme il nous indique, il nous donne des réponses très profondes. Et pourtant il est indispensable. Et pourtant il est indispensable. Il fait émerger quelque chose. Eh bien oui, il va nous demander, c'est toujours pareil, d'aller dans cet accueil du soi. Et là, on va rajouter au vers le S. Et là, on va vers quelque part. En fait, tout simplement, lorsque nous sommes unis à nous-mêmes, dans cet accueil inconditionnel, ben nous sommes univers. Et le mot univers, il y a bien un S à la fin. Tout à fait. Bah, écoute, merci Marc. Merci pour cet échange et ce partage. Merci. Donc voilà. Donc si tu veux être une femme épanouie, alors l'humour aussi, ça c'est vachement important. Hein. C'est ce qui va permettre de nous aérer. Hein. Et surtout, ne prends jamais un homme qui s'appelle Hervé. Oui, le verre. Non, parce que quand il est zen, Hervé. D'accord. Pourtant, j'en connais des Hervé qui sont adorables. Non, mais bon. Tous les Hervé vont m'en vouloir, Manon. C'était une très mauvaise plaisanterie. Est-ce que c'est encore le courage de m'entendre moi? Oui, avec plaisir. C'est très amusant. C'est vrai, je trouve l'énergie. C'est fabuleux. Quand il s'agit de donner, on a de l'énergie. Ouais. Est-ce que tu as soin? Oui, mais toujours. Tu avais une petite... J'avais une question, moi, parce qu'on ne nous apprend pas ça. Comment on fait pour ouvrir grand son cœur? Et bien ça, c'est une super question, parce que c'est ça l'amour. Ce n'est rien d'autre que ça. Ouvrir son cœur. Ouais. Son cœur à la vie. Le drame de notre société, c'est qu'on veut l'amour parfait. Il faut une femme parfaite, il faut un homme parfait, bien sous tout rapport, performant, efficace, pratique, beau, bon, gentil, riche. L'amour parfait. Et quand c'est pas là, on divorce, satisfait ou remboursé. Voilà la vision de l'amour. Et c'est très violent, c'est extrêmement violent. Et alors que l'amour, c'est vraiment... l'autre ne répondra jamais à toutes nos attentes, à nos demandes, ce n'est pas son rôle. Et puis, quand il n'y répond pas, voilà, je vais ouvrir mon cœur, justement. Et puis voilà, puis on n'est pas égaux face à la vie, face à la vieillesse. Donc, voilà, t'aimes quelqu'un, elle est jolie, elle est jeune, puis bon, elle fait 4 gamins, et puis ses grossesses la déforment. Ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance. Donc l'amour, c'est ma chérie, je t'aime, voilà, j'accueille, voilà, j'ouvre mon cœur. Voilà. L'homme aussi peut mal vieillir, peut avoir une maladie, et l'amour, c'est... Je me rappelle, j'avais rencontré un couple comme ça, où il s'aimait, mais lui, en vieillissant, avait attrapé une maladie qui le rendait obèse, qui le rendait impuissant. Bon, ben, voilà. Il l'aimait,
Et il amenait sa femme dans des clubs voilà, où elle pouvait de temps en temps vivre un peu. Voilà. Et c'est tout. Puis elle l'embrassait tendrement pour le remercier. Voilà, l'amour, waouh, c'est une ouverture du cœur, c'est rien d'autre que ça. Pour moi, quand il y a des enfants, on ne devrait pas se séparer. Voilà, on devrait s'accompagner, ouvrir son cœur chaque fois plus. Et l'autre me demande ça. C'est même un cadeau. Je me rends compte que moi, Cathy, elle m'a demandé d'ouvrir mon cœur. Il y a eu des fois, j'avais envie de claquer la porte. Et je me suis dit, mais Marc, tu dis aux gens d'ouvrir leur cœur et toi, tu ne le fais pas. Donc... c'est ça qui est parfois difficile. C'est qu'on le sait, c'est même en nous. Et il y a des moments où on passe à côté. Oui. Je crois qu'il faut parfois plusieurs couples, plusieurs histoires pour trouver la bonne note. C'est possible. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a des gens, ils arrivent à trouver du premier coup. Ouais. Il y a des gens, il faut plusieurs couples. Quand il y a des enfants, moi je sais que moi j'aurais préféré garder ma première compagne dès le départ. Mais voilà, elle n'arrivait pas à lâcher sa mère, sa sœur. C'était pas un couple. Il y avait la mère au milieu tout le temps. Donc à un moment donné, j'ai pas le choix. Et des fois, tu n'as pas le choix. Mais quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais moi, je pense que je pense que l'idée du couple, c'est beau, parce que là aussi, c'est l'histoire des deux S. C'est que les deux Kundalini se rencontrent, et c'est les deux S inversés. Donc ça forme le 8, on forme l'infini ensemble. Donc le couple, c'est sacré. Mais il devient sacré quand justement, il est ouvert aussi aux autres, au monde. Quand il va vraiment s'accompagner dans les natures, mais quelle est ma nature? Donc, si elle aime la pluralité et que lui, il est exclusif, ça va être compliqué. S'ils sont tous les deux dans cette recherche, c'est magnifique. Voilà, c'est tout. S'il y en a un qui aime... Après, c'est tout. Si lui, il aime les hommes, voilà, enfin, quelle est ta nature? Qu'est-ce que tu cherches? De quoi tu as envie? Quelle est ta soif? Voilà. Et là, il n'y a pas de vérité, je veux dire. Après, on n'a pas à juger. Les transgenres, les transsexuels. Et pourtant, quand tu dis il n'y a pas à juger, beaucoup de gens ont peur du regard d'autrui. C'est très difficile de s'affranchir du regard d'autrui. Oui, parce que, toujours pareil, on nous apprend que tout ça comme des fausses notes coupables. Oui. Alors que les fausses notes ne sont pas coupables. Elles sont une chance. Il y a un déni de réalité humaine. Absolument. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, c'est-à-dire que le mal et le bien, on les a séparés. Ça, c'est mal, ça, c'est bien. Et alors que le mal est fondamental parce qu'il crée la dynamique vers le bien. Donc, ils sont indissociables. Mais je pense que si notre mal et le bien étaient représentés sous forme de yin et yang, déjà, ça serait plus intéressant. Parce que dans le mal, tu as le bien, dans le bien, tu as le mal. Et c'est une globalité. Et yin-yang, tu sais ce que ça veut dire en chinois? Non. Ça veut dire faire l'amour. C'est vrai? Yin-yang, oui. c'est ça. Ah, c'est drôle. Voilà. Donc, on se rend bien compte que c'est la dynamique, et c'est une dynamique nécessaire. Et que tout le mal qu'il peut y avoir, mon devoir d'être humain, et le seul que j'ai, est de l'accueillir pour le magnifier, pour l'amener vers le beau. Ma seule tâche sur la terre, c'est celle-là. Donc tous les gens qui ferment la porte, qui condamnent, qui jugent, qui diabolisent, et qui refusent, ne font pas leur travail. Et on parlait d'écologie tout à l'heure, ils ne font pas ce travail d'écologie intérieure, qui est justement de magnifier leur personne. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'exemple de Brigitte Lahaie, cette femme qui quand elle avait 20 ans, aimait les hommes. Voilà, elle en voulait partout, c'est comme ça. Elle fait des films, aujourd'hui, elle fait des émissions de radio qui sont extraordinaires, remarquables. Donc de ce mal, entre guillemets, elle va faire quelque chose d'incroyable, qui fait du bien à des milliers d'auditeurs. L'humanité. Voilà, nous portons tous en nous des blessures, nous portons tous en nous des zones d'ombre terribles, des souffrances, avec des manques cruels. Et quand on a 18-20 ans, on n'a pas les outils, mais on fait avec ce que nous sommes. Et puis c'est tout un processus de vie qu'il est important d'accueillir avec tendresse. Et si on avait ce regard-là les uns vers les autres, waouh, ça changerait beaucoup de choses. Si l'accueil remplaçait le jugement. La bienveillance, la délicatesse. Voilà.
détresse humaine. Ça éviterait beaucoup de choses. Et quand on sait qu'on n'a pas été désiré, qu'on a été un accident et que ça a vraiment, je veux dire, changé le cours de sa mère, par exemple, et que donc on est dans l'auto-sabotage et qu'à certains moments on se sabote, est-ce qu'on arrive à vraiment guérir de ça? Eh ben, c'est quoi ta question? Ben c'est ça, est-ce qu'on arrive? Donc, Comment on se répare de cette blessure-là? oui, est-ce qu'on arrive à se guérir et à enfin ouvrir grand son cœur, à profiter, à oser être qui on est? Donc on sait qu'on n'a pas été désiré, qu'on a un accident, que ça a changé le cours de la vie de sa mère et que... Et de son père aussi. Oui. Ben oui, les deux. Oui. Parce que l'histoire que tu racontes, c'est l'histoire de millions de personnes. Pour pas dire de milliards. Moi, c'est aussi mon histoire. Moi, je suis né grâce à une machine à laver. C'est vraiment un accident. Voilà, on est tous dans ce cas-là. Toujours la même chose, cette gratitude, voilà, de ce qui est, de ce qui s'est passé, et vivre, remercier, et après vivre la vie. La seule façon d'honorer nos ancêtres, c'est ça. Je suis le fruit d'un inceste, d'un crime ou d'un viol. Gratitude, merci, voilà, et je vis. C'est la seule façon de remercier tous ceux qui ont été avant moi. Parce que si je me sens coupable d'exister, je les rends coupables d'avoir fait ce qu'ils ont. On est du coup toute la chaîne ancestrale, et du coup on est enchaîné dans cette chaîne. Oui, en s'autorisant, on libère Eh ben, quand tout le reste. je m'autorise, j'avance.